Mes amis, récemment nous avons vu cette histoire de l'Air Blue au Pakistan qui s'est écrasé lors d'une approche de type Circle to Land. Le OACI dit que les approches Circle to Land sont 25 fois plus dangereuses que les approches directes. La raison, c'est que les avions de ligne ne sont pas faits pour voler comme les avions d'aéroclub, les tours de piste. Ça va un moment avec un Cessna 172 ou un DR400, mais avec un Airbus ou un Boeing en plus. Quand il y a du vent, il y a des nuages et tout ça, ce genre d'approches qui sont éminemment visuelles pose problème. Les Pakistanais qui sont écrasés dans l'affaire de l'Air Blue, c'est pas nécessairement des mauvais pilotes. Faut pas le voir comme ça. Les Pakistanais volent dans des conditions assez extrêmes. Des montagnes, on est hyper proche de la chaîne de l'Himalaya. On a aussi une météo qui est très changeante dans ce pays. Donc c'est normal, ça va poser, avec le manque de moyens et parfois certaines attitudes humaines, ça va poser des problèmes. Mais il faut pas croire que les gars, c'est des drôles. C'est des gens très forts. Néanmoins, on va parler aujourd'hui d'un autre cas, pas le China Airlines. J'ai failli confondre deux compagnies aériennes, j'ai failli confondre Taïwan et la Chine. On va parler de Air China, la compagnie chinoise. Air China, et ce sera le vol 129. C'était le 15 avril 2002. Et ce vol était parti dans la matinée de la ville de Pékin. Et puis il a suivi une trajectoire plus ou moins sud-est pour aller vers Busan, en Corée du Sud. 2 heures de vol, 166 personnes à son bord. Le commandant de bord, un homme de 30 ans, bien expérimenté. À sa droite, un copilote expérimenté aussi, 29 ans. Ces gens sont pas trop jeunes pour commettre des erreurs fondamentales ou des erreurs de base. Ils sont pas trop vieux non plus pour ignorer le règlement et penser que ça ne s'applique pas à eux. Mais en même temps, ils vont être sujets à une sorte de multitude ou de superposition de petits problèmes, de petites erreurs qui, chacune ou chacun prise individuellement, ne va pas causer un drame ou un crash. Mais quand on commence à aligner les pièces du puzzle, ça peut malheureusement mettre en danger son homme. Alors, ils arrivent donc en approche sur la ville de Busan. Alors, Busan, c'est au bord de la mer, c'est au sud de la Corée. Et en fait, cet aéroport a 2 pistes parallèles qui sont orientées du sud vers le nord. Il y a la piste 36, direction nord, la piste 18, direction sud. Et en fait, c'est seulement la direction 36, donc la direction qui va vers le nord, qui est équipée d'un système d'approche aux instruments. L'avion, un Boeing 767-200, va se mettre sur ce plan d'approche, sur cet axe de piste, et il va commencer à s'approcher doucement vers l'aéroport. Le contrôleur, dans sa tour, est en train de regarder le vent, regarder la météo qui est très dégradée ce jour-là. Il y a beaucoup de turbulences, beaucoup de vent, le vent change sans arrêt, les nuages s'en bas, des nuages qui sont officiellement vers 700 pieds, mais ils descendent en réalité jusqu'à 500, ou par moment ils vont au contact des arbres ou des bâtiments les plus élevés. Et en fait, à un moment donné, le contrôleur va réaliser que cet avion qui en approche est maintenant soumis à un vent de dos. Le vent d'arrière, il y a une tolérance dessus, les avions atterrissent et décollent avec un vent de face. Dans certains cas, ils peuvent décoller ou atterrir avec un léger vent arrière, mais il y a des limites. Si le vent arrière est trop fort, par exemple, sur une approche, ça fera que l'avion aura une vitesse sol trop élevée, il touchera la piste à une vitesse élevée, il consommera beaucoup plus de distance, il faudra beaucoup plus d'énergie pour freiner. En plus, il fait une remise des gaz. Imaginons qu'il fasse une remise des gaz et que, en aviation, on aime toujours imaginer le pire des cas que la loi de Murphy peut créer. Imaginons qu'il remette les gaz et qu'à ce moment-là, il a une panne moteur. Ceci va limiter sa pente en montée.
Et si l'avion a un vent arrière, ceci limitera encore plus la pente en montée. Pourquoi? Parce que à taux de montée égal, si on a un vent arrière qui est élevé, ceci va prolonger la distance parcourue. Et donc, naturellement, si on a un vent arrière, une pente qui serait comme ceci sans le vent, ferait ça avec le vent. Donc peut-être que notre avion ne pourra pas, qui est en vent arrière, ne pourra peut-être pas passer tous les obstacles qu'il y a dans la trouée d'envol. Alors, toujours est-il que le contrôleur, dans sa tour, va décider de prendre l'une des décisions difficiles pour un contrôleur, extrêmement pénible pour un pilote, parce que les pilotes, vous savez, quand ils ont programmé leur avion pour une approche, pour un atterrissage, pour une piste, qu'ils ont fait leur briefing pour un déroulé qu'il y a dans leur tête maintenant et qu'ils sont en train de suivre, et que soudainement ils reçoivent cet appel radio qui leur dit « Changement de piste en service ». Là, ils sont en train de remonter vers le nord pour atterrir en piste 36. Et le contrôleur leur dit « Je suis désolé, mais je change la piste en service. Vous devez maintenant atterrir sur la piste 18. » Donc voilà ce qu'il va leur dire. Il va leur dire « Faites-moi une jolie circle to land. » Je vais vous montrer, faire un petit dessin, vous montrer un petit peu comment ça va se présenter, n'est-ce pas? Alors, ça marche comme ceci. On a nos pilotes qui sont... Il y a une piste ici. Voilà, ça c'est la piste, n'est-ce pas? Ce côté c'est 36, de l'autre côté c'est 18. Ils sont en train de faire une approche sur l'ILS, n'est-ce pas? Sur l'ILS ici, mais tant que ça, c'est le lock, ils sont en train de s'approcher. Et il va leur dire quoi? Il va leur dire, dès que vous avez la piste en vue, faites-moi une circle to land par la gauche. Ça signifie, il leur dit, quand vous avez la piste en vue, vous partez comme ceci, là, vous éloignez de l'axe de piste, vous la remontez dans ce qu'on appelle une phase de vent arrière, donc vous restez parallèle à la piste, proche de celle-ci, vous la gardez tout le temps en vue, parce que autant l'approche ILS est une approche qui se fait aux instruments, autant le circle to land, techniquement, c'est une approche à vue. Donc cette partie-là est visuelle. Faites demi-tour ici, et vous revenez atterrir dans la direction réciproque. Comme ça, vous faites face au vent. Parce qu'à ce stade, le vent est en train de souffler. Le vent est en train de souffler comme ceci. Okay? Donc, ils ne peuvent pas atterrir en vent arrière. C'est le copilote qui est aux commandes. Les pilotes, on peut se mettre à leur place. Ils sont contrariés par ce changement de plan. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Rien. Ils sont obligés de s'y soumettre. Le copilote débranche le pilote automatique, il prend le 767 en main, il descend jusqu'à 700 pieds, et là, il commence à avoir du mal. Il a du mal à garder son altitude. Le commandant de bord, par 2-3 fois, va lui dire ton altitude, ton altitude. Le copilote est très nerveux, il secoue un peu cet avion et il réalise que c'est pas facile à piloter, même s'il est expérimenté dessus. Il réalise que les conditions sont telles qu'il a du mal à gérer son avion. Donc, dans l'affaire, tellement qu'il est focalisé sur son altitude, et on le comprend, 700 pieds, c'est pas grand-chose, 767, c'est énorme, c'est rapide, il n'a pas envie de se prendre quelque chose. Donc, l'altitude, le maintien de l'altitude devient critique dans sa tête. Mais pendant qu'il fait cela, il va être un peu mou, sa nervosité fera qu'il sera mou. Ça signifie quand il dégagera à gauche, au lieu de dégager d'un angle de 45 degrés, de donner un bon angle de 45 degrés, donc de donner un virage assez sérieux, il a tellement du mal à garder le contrôle de son appareil qu'il donne un tout petit virage, petit, timide, minable, et puis il s'aligne parallèle à la piste. Mais cette fois-ci, il est ultra proche de celle-ci. Donc là, ça commence à devenir ennuyeux. Le commandant n'arrête pas de lui signaler l'altitude, alors il fait quoi? Au bout d'un moment, il dit j'arrive pas, et le commandant est obligé de prendre les commandes. Ça signifie que le commandant va finir par lui dire c'est mon avion, donne-moi les commandes. Le problème, c'est que là, on a un changement de rôle, et c'est toujours délicat quand on est dans une manœuvre comme ça.
de changer les rôles. Parce que là, il va falloir se reconfigurer en tant qu'équipage, il va falloir redistribuer les tâches. Ok. L'appareil donc commence à remonter parallèle à la piste et très proche de celle-ci. Et là, il y a des éléments peut-être qu'il faut signaler à ce stade. C'est que l'aéroport de Busan, par rapport aux autorités en Corée, est un aéroport spécial. C'est un aéroport qu'ils considèrent comme assez dangereux. Et c'est un aéroport, quand on est dans l'aviation coréenne, ils exigent que les pilotes, avant d'aller à Busan, doivent y aller soit avec un instructeur, soit y aller en tant qu'observateur et avoir une formation spéciale pour cet aéroport, pour éviter les erreurs. Les Chinois ne le savent pas. Donc pour les Chinois, c'est un aéroport lambda, c'est un aéroport comme les autres. Et parce que les Chinois ne réalisent pas la difficulté de cet aéroport, ils ne vont pas lui donner l'attention qu'il mérite. Quelque chose en particulier, il y a quelque chose de frappant en particulier, c'est que lorsque les Coréens formaient des pilotes sur cet aéroport, ils leur signalaient l'existence ici au nord du terrain. Il y a une autoroute, c'est l'autoroute 69. Il y a un fleuve aussi, il y a un fleuve. Et ceci, c'est la frontière entre la préfecture de Busan et le reste. Et ils leur disent, n'allez jamais au nord de l'autoroute. Ne franchissez pas cette grande autoroute. Vous allez voir beaucoup d'habitations, vous allez voir plein de choses. Et là, vous verrez que ça se termine avec une grande autoroute et un bras de fleuve. C'est votre limite. Vous devez tourner avant. Vous voyez Busan et vous tournez au-dessus de Busan. Si vous voyez Busan et vous continuez tout droit, ça va être très mal. Là, ce qu'on a au nord de Busan, on commence à avoir des reliefs, en fait. On commence à avoir des reliefs assez sérieux. Le commandant de bord et le copilote ne vont pas réellement donner à ces reliefs et à cette situation l'importance qu'elle mérite. Parce qu'ils vont être piégés par quelque chose d'autre. Et je vais vous raconter un élément réglementaire qui va jouer un rôle ce jour-là. Alors, il faut savoir que quand l'OACI a défini les approches de type Circle to Land, je prends ici des Legos de ma fille pour expliquer la situation. On a ici une piste en rouge qui est un aéroport. Ça, c'est mon aéroport, la piste est là en rouge. Ceci, si vous voulez, cette pièce verticale représente un peu mon ILS, mon axe d'approche. C'est un axe électronique. On parle souvent de pistes qui ont un ILS que sur une seule direction, pas sur les deux. Le problème, généralement, ne se pose pas, ou se poserait moins, quand il y a un ILS sur les deux axes. Mais il y a beaucoup d'aéroports qui ne peuvent pas se permettre d'avoir un ILS dans chaque direction. Donc ils en ont un dans une direction qui est prépondérante, qui dépend des vents dominants, qui est la direction qu'ils utilisent le plus souvent. Et le reste du temps, ils font quoi? Le reste du temps, si jamais c'est nuageux, mais que le vent souffle dans la mauvaise direction, ma foi, l'avion s'approche dans la direction où il y a l'ILS, malgré tout. Mais une fois qu'il surgira sous les nuages, il devra faire un demi-tour et revenir atterrir. L'OACI, quand elle a défini les Circle to Land, a voulu donner aux pilotes une altitude minimale à laquelle ils tournent, qui est de sorte que ils ont un espace assez confortable pour faire la boucle et atterrir sans se taper dans des obstacles. Si je prends cette piste, par exemple, dans ce cas avec ce Lego, si je prends la vision de l'OACI, l'avion devra tourner au-dessus de cet obstacle et au-dessus de celui-là. Donc la boucle sera à peu près comme ceci. Si vous voulez la voir latéralement, celui-là, cet relief-là représente un danger, mais il est loin, il est en dehors de la boucle, mais là, on va faire tourner l'avion au-dessus, donc, de ce relief et de celui-là. On lui donnera une certaine altitude qui lui garantira qu'il peut tourner et puis rester au-dessus des reliefs. Quand les Américains voient ça, ils ne sont pas d'accord avec l'approche OACI. Parce que voilà ce qu'ils disent. Ils disent que l'OACI a erré dans le sens de la sécurité. Ça signifie que l'OACI a tellement voulu sécuriser cette approche visuelle
qu'elle a fini par créer un scénario qui est en réalité un no man's land. C'est-à-dire que souvent, quand on parle de Circle to Land, et donc la nécessité d'utiliser un ILS au début de ce type d'approche, c'est qu'on a des nuages. Voilà. C'est qu'on a des nuages, on est dans une situation où c'est relativement couvert, hein, vous voyez, on a des nuages, ils cachent la piste, ils touchent les reliefs autour et tout ça. Mon avion, s'il veut faire un tour, hein, assez haut, pour échapper donc au relief, il est où mon avion? Il est en train de faire un tour, soit dans les nuages, soit au-dessus de ceci. Or, encore une fois, dans une approche Circle to Land, le virage, cette grosse boucle, doit se faire à vue et en gardant constamment le visuel sur la piste. Si on perd de vue la piste, il faut faire une remise des gaz. Il faut continuer à tourner pour s'aligner sur le cap de la piste, survoler la piste et faire une remise des gaz. Donc les Américains disent, avec votre histoire et vos minima qui sont, oui, très conservateurs et tout ça, vous créez une situation, on peut vous montrer des statistiques d'aéroports et tout, que la plupart du temps, la Circle to Land ne sera pas faisable. D'autant plus que les Américains, quand ils ont fabriqué des avions comme le DC-9, le 737, le 727, leur but était d'aller désenclaver des aéroports américains, d'aller faire des sauts de puce, 20 minutes par là, 1 heure par là, 45 minutes par là, pour aller justement connecter des villes américaines qui parfois sont situées près de montagnes, qui parfois ont un ILS que dans une direction et tout ça. Donc, les Américains n'étaient pas d'accord avec cette vision. Donc, les Américains ont développé leur propre standard quand il s'agit de Circle to Land. Et ils ont dit, on va exiger des pilotes qu'ils tournent de manière beaucoup plus agressive, qu'ils vont faire une boucle beaucoup plus étroite, qu'ils doivent rester plus proches des installations, garder une vitesse plus faible, bien incliner leur avion quand ils tournent. Mais en échange de cette difficulté, on va les autoriser à faire leur tour bien plus bas que le dit l'OACI. On va leur faire le tour plus bas. Okay? Mais en même temps, la boucle doit être serrée. En retour, si jamais il y a des nuages, avec le système américain, il est possible de tourner, de surgir sous les nuages et de tourner en dessous des nuages. Mais par contre, bien sûr, hein, il faut le faire de manière agressive. Nous parlons ici de la Chine, d'un avion chinois qui part de Chine et qui arrive à Busan, en Corée du Sud. Que font les Américains dans cette histoire? Là, je vous raconte. C'est que le standard qui est utilisé dans la plupart des pays du monde, c'est le standard OACI, bien sûr. Aux États-Unis, c'est le standard de la AFA qui est utilisé. Oui, mais il y a des exceptions. On va trouver plein d'aéroports dans le monde. On va en trouver en Europe, en Asie. On va trouver aussi des bases militaires américaines et tout ça, qui sont à l'étranger, qui ne sont pas aux États-Unis, mais en même temps qui utilisent le standard américain. Ça veut dire où les Circle to Land sont beaucoup plus étroites, beaucoup plus serrées et exigent plus d'agressivité dans le pilotage. Je vous montre. Ça, c'est une carte de une approche à Paris. Ça, c'est Paris-Charles de Gaulle. Et comment on sait que c'est une carte qui est aux normes OACI? Parce qu'ici, là, à la droite, à la gauche plutôt du cartouche, on a les lettres PANS OPS. On a les lettres PANS OPS. Il y a plusieurs PANS qui décrivent les opérations aériennes et autres éléments. C'est des documents de l'OACI. Et puis, quand c'est écrit PANS OPS, ça veut dire que ça, c'est aux normes OACI. Si je regarde Los Angeles, c'est pas écrit PANS OPS, ça va être écrit, quand on regarde au niveau du cartouche ici, c'est écrit les mots ou les lettres TERPS. TERPS, ça c'est le standard américain, FAA. Ici on a même le TERPS avec l'amendement 9A du 5 novembre 2020. C'est-à-dire que la FAA, bien sûr, fait des amendements très réguliers au standard TERPS, de sorte que d'un aéroport à l'autre, et parfois dans le même aéroport, mais d'une piste à l'autre, on va retrouver que c'est un standard TERPS avec des amendements différents qui est utilisé. Busan en Corée. Quelles sont les lettres qui sont affichées sur la carte de Busan en Corée?
On va regarder au niveau du cartouche. Ce n'est pas du Panzerhaubst. On n'est pas aux États-Unis. Mais qu'est-ce qu'on lit? On lit Terps. Ça veut dire oui, tu n'es pas aux États-Unis, mais attention, c'est une approche américaine à 100%. Donc, certains aéroports dans le monde ont choisi de suivre le système américain. Notre commandant de bord, et le copilote aussi, n'était pas familiarisé avec les différences entre les deux standards. Il n'avait pas considéré ces différences et les Terps et les Panzerhaubst, c'est tout pour eux. Bon, c'était juste des lettres qui étaient affichées sur une carte. Donc, quand ils partent faire leur tour, ils vont le faire confortablement. Ça signifie, ils le font dans la logique OACI. Un tour, j'ai le temps, je le fais largement. Bon, voilà, je vais virer, tout ça. Alors que la conception par rapport aux obstacles est une conception de type américain, de type Terps, qui est beaucoup plus étroite. À un moment donné, leur méconnaissance du terrain, de la région, fait qu'ils survolent la ville de Busan, ils survolent la rivière, le périph', et continuent à s'éloigner vers le nord. Ce qu'aucun Coréen n'aurait fait. Le commandant de bord dit au copilote, elle est où la piste? Elle est où la piste? Je vois plus la piste. Le copilote ne voit pas la piste lui non plus. Donc réellement, ils étaient dans une logique, dans une situation où la remise des gaz s'imposait. D'ailleurs, le copilote va dire à un moment donné, remise des gaz. Il va dire, il faut remettre les gaz. Le commandant de bord ne veut rien savoir. Alors que normalement, dans un cockpit, quand quelqu'un dit remise des gaz, on remet les gaz, on lui demande pas pourquoi, on lui demande pas ce qu'il a vu, ce qu'il pense. On remet les gaz. D'abord, c'est la procédure, c'est une obligation. Quand quelqu'un dit remise des gaz, l'autre, ok, remise des gaz, les gaz à fond, on tire sur le manche, on rentre en train d'atterrissage, etc. Puis on part. Après, on lui dit pourquoi. Et sur le moment, on remet les gaz. Le commandant de bord ne veut rien savoir. Il va continuer à voler avec un avion lourd qui va rapidement, qui est au ras du sol, on est à 700 pieds, qui est par moments dans les nuages, dans une région qu'il ne connaît pas, et il ne sait pas où il est. Le contrôleur d'approche de sa tour de contrôle, qui avait autorisé l'avion à atterrir, qui lui avait demandé de faire la Circle to Land, le suivait au départ au radar. Après, quand il le voit apparaître sur les vitres, de ces vitres de la tour de contrôle, il va commencer à le suivre à l'œil nu, puis après il le voit disparaître dans les nuages, mais il dit, mais qu'est-ce qu'il fait lui? Mais il ne va pas regarder dans son radar. S'il avait regardé dans son radar, il aurait vu qu'il y avait une alarme. C'est une alarme qui disait que l'avion était en train de s'approcher du relief. Sauf que cette alarme dans ce radar, elle ne flashait pas, elle ne faisait pas une alarme audio, il fallait regarder pour la voir. Donc, comme le gars ne regarde plus son radar, mais regarde dehors à la recherche de l'avion, il ne verra pas l'alarme. En quel cas, il aurait pu demander à l'avion de faire une remise des gaz, il aurait pu informer ou avertir les pilotes. Il ne les avertira pas. Deuxièmement, le contrôleur coréen confondait un petit peu entre le 737 et le 767. Ça veut dire qu'en réalité, il n'aurait même pas dû autoriser cet avion à descendre aussi bas que 700 pieds. Dans le sens où, vu que ce 767 volait au-delà de 140 nœuds, ça le mettait dans la catégorie d'approche qu'on appelle, si vous regardez ici, je prends au hasard, je prends Busan. Si vous regardez Busan, vous voyez que la vitesse, on a ici un C négatif. Vous voyez là le C négatif. Il est sur un fond noir. Il a un sens, je l'expliquerai une autre fois. Mais sous le C négatif, vous voyez ici que vous avez des vitesses et vous avez des minima. Plus la vitesse augmente, plus les minima sont élevés. La catégorie C, c'est jusqu'à 140 nœuds. Au-delà de 140 nœuds, on rentre dans la catégorie D qui exige une altitude plus élevée pour le virage. Parce que plus un avion est rapide, plus son rayon de virage sera grand. Donc c'est OK. Quand un avion est lent, il peut peut-être faire ce tour là-dedans. Mais si l'avion est plus rapide, il fera peut-être ici. Et s'il est encore plus rapide, il devra peut-être le faire ici.
Là, le 767 volait au-delà de 140 nœuds. Mais le contrôleur ne va pas tenir compte de cet élément. Autre élément intéressant aussi, c'est que avant le Air China 129, il y eut 8 avions de compagnie coréenne auxquels le contrôleur aérien a demandé de se casser ailleurs, d'aller ailleurs, parce que les conditions météorologiques ne permettaient pas l'atterrissage, parce que le contrôleur voyait bien que la météo était pourrie, voyait que le vent était variable et que parfois mettait les avions qui arrivaient en 36, les mettait réellement en vent arrière. Il savait que faire un circle to land n'était pas toujours possible, et donc il renvoyait les avions ailleurs. Sauf que quand l'Air China est arrivé, il lui a dit, bon, autorisé à atterrir. Vous voyez le truc. Le commandant de bord, à un moment donné, il fait quoi? À un moment donné, il va faire ceci. Au lieu de virer à gauche, au lieu de virer à droite, il va virer d'abord à gauche. Parce qu'il veut élargir le rayon du virage. Parce qu'il sait qu'il est trop proche de l'axe de la piste. Et après, il reprend un virage à droite pour rattraper l'axe de la piste. Le copilote est assis à droite. Le commandant est assis à gauche. L'avion est incliné comme ceci. Le copilote, quand il voit l'avion partir sur la droite, il voit qu'il est en train d'aller vers un relief, il voit une colline. Et plus il s'en approche, plus il réalise qu'ils ne vont pas passer au-dessus. Le commandant de bord, lui, ne la voit pas parce qu'il est assis à gauche. Quand il regarde à sa droite, il voit quoi? Il voit le sol par ses hublots. Quand il regarde à sa gauche, il voit le ciel. Quand il regarde devant lui, il voit les nuages. Donc, ils sont en train d'aller vers la montagne. Mais on a la culture chinoise qui va intervenir ici. Où on a notre copilote qui, au lieu de... Ce serait arrivé chez Lufthansa, il aurait probablement pris immédiatement les commandes. Il aurait dit, c'est mon avion, je prends les commandes, clac, clac, remise des gaz. Et le commandant de bord aurait suivi. Là, on est chez quelqu'un qui dit, ah, pull up, il commence à jouer le GPWS. Et hein, il commence à faire son mode 2. Il dit pull up, tire le manche, pull up. Mais il n'osera pas prendre les commandes alors qu'il voit que l'avion va vers la colline. Bien sûr, la hiérarchie, c'est la hiérarchie en Chine. Si tu dois mourir, tu meurs. Hein. Tu ne vas pas contrarier un supérieur hiérarchique, c'est tout. Que se passe-t-il? À un moment donné, ce qui devait arriver arriva. Il n'y a plus rien qui s'opposait à la catastrophe. Le radar dans un tour de contrôle signalé, personne ne le regardait. Le commandant de bord volait à l'aveugle. Le copilote voyait la colline arriver mais il voulait rien faire. Les nuages étaient partout. On s'était éloigné au nord du périph'. L'approche avec les terres et les pan-ops et tout ça, bon voilà, c'était complètement confus dans la tête des pilotes et tout ça. La réalité, c'est que, voilà, la catastrophe est là aujourd'hui. À un moment donné, le commandant de bord, une fois que la montagne surgit dans son hublot, il la voit, il tente de refaire une remise des gaz, et bam, c'est l'impact contre les arbres et contre la colline. L'avion va exploser à l'impact. Il y avait 166 personnes à son bord. Il y aura 129 morts. Il y a 37 survivants, dont, tenez-vous bien, le commandant de bord. Il va survivre. Il est blessé, il est amoché, mais il réussira à s'extraire de la carcasse. Le copilote, lui, était assis du côté de l'impact. Il va directement morfler et puis, bien sûr, il va mourir. La majorité des survivants dans ce crash, pour ceux qui s'intéressent aux zones où les gens ont survécu, la majorité des survivants étaient assis à l'arrière. On a les deux hôtesses qui étaient assises à l'arrière, qui ont survécu, plus la majorité des gens, un groupe de Coréens. Alors ces Coréens ont eu la vie sauve grâce à un incident très particulier. C'est que ils visitaient Pékin avec un guide. Après, ils quittent leur hôtel, ils arrivent à l'aéroport à Pékin. Ils vont faire leur check-in et là le guide réalise qu'il a oublié une valise, il a oublié les passeports à l'hôtel. Donc ils font quoi? Ils ne peuvent pas faire le check-in, prennent un minibus et ils partent rapidement à l'hôtel. Une fois qu'ils arrivent, prennent leurs affaires et ils reviennent à l'aéroport. Quand ils reviennent à l'aéroport, le vol est sur le point de fermer.
les bonnes places sont parties. Les places vers l'avant, les places où on est vers les hublots, c'est fini, il n'y a plus ça. Ils vont se retrouver assis à l'arrière et ils vont se retrouver assis à l'intérieur, donc pas près des hublots. Le résultat net, c'est qu'ils sont dans des places où on va les servir la nourriture en dernier, où on va, quand ils vont rentrer pour embarquer, ça prendra un temps fou. Quand ils débarqueront par l'avant, ça prendra un temps fou. Ils sont juste à côté du toilette. C'est des places extrêmement cauchemardesques, excepté dans des crashs comme celui-ci, où elles offrent un avantage quand même extraordinaire, qui est celui de leur donner la vie sauve. Donc, au moment où l'avion impacte contre la montagne, ils sont vivants et secoués, mais ils sortent et commencent à courir. Les habitants voient une explosion, ils appellent les pompiers. Les gens, il y a 2-3 personnes qui avaient en ces temps-là déjà un téléphone portable qui commencent à téléphoner au secours. Les secours arrivent et c'est pratiquement 20 minutes après le crash, après avoir fait des appels sans arrêt, que finalement le contrôleur aérien s'est dit, bon, je vais informer les autorités. Mais c'est trop tard. Les pompiers étaient déjà sur site. Voilà. Que s'est-il passé par la suite? Discrètement, depuis 2002, la AFA a fait des amendements progressifs aux standards TERPS, de sorte que la boucle de Circle to Land est un peu plus grande, parce qu'elle était en 2002, elle est un peu plus grande qu'à l'origine. Elle ne rejoindra pas la taille de la boucle au ACI, mais elle sera quand même un peu plus grande pour donner un peu plus de sécurité. Donc ils ont revu la balance sécurité et aussi utilisabilité de ce type d'approche, et ils ont bougé le curseur légèrement vers la sécurité en augmentant légèrement les altitudes auxquelles il faut tourner et en augmentant donc la protection contre le rayon de protection contre les reliefs. Mais en fait, pendant très longtemps, et jusqu'à maintenant d'ailleurs, un pilote qui a l'habitude de faire des Circle to Land sur du standard OACI, qui ne vole pas aux États-Unis, mettons, qui fait régulièrement des Circle to Land qui sont standard OACI, qui a visuellement l'habitude d'avoir un rayon de virage confortable, et qu'un jour il arrive dans un aéroport où le standard suit le TERPS, s'il fait pas gaffe à cela, ce qui est arrivé exactement au Air China, s'il fait pas gaffe à ce détail, ben justement, il peut se retrouver assez menacé par les montagnes, par les reliefs qui peuvent venir vers lui beaucoup plus rapidement que ce qu'il anticipe. Voilà mes amis, c'était le 15 avril 2002. Et puis, ça a coûté la vie à 129 personnes, mais il y a eu quand même 37 survivants. On se voit dans une autre vidéo et merci d'avoir suivi.